Les récits des diplômés déchus. La vérité derrière l'échec des réussites promises. Par Brice Dedi Foto, lu par Elvis Guida. Dédicace à mon fils Evan Clyde, que la route de ta vie soit tracée par tes rêves et non par des attentes, que tu aies toujours l'audace de suivre ta propre étoile, même si elle brille différemment de celle qu'on te montre. Souviens-toi que chaque chute est une leçon et que chaque pas que tu feras hors des sentiers battus te rapprochera un peu plus de la vérité de ton cœur, comme un souffle de liberté et un rappel. Le monde ne te définit pas, tu es celui qui le façonne. Avant-propos. Les récits des diplômés déchus ne sont pas de simples fictions, mais des témoignages réels, des histoires vécues. À travers les parcours de Bouba, Eldi, Alan et le mien, ce livre dévoile la tragédie d'une jeunesse pleine de talent, mais trahie par un système qui ne reconnaît pas son potentiel. Le diplôme, censé être un passeport pour l'avenir, devient une illusion dans un monde où le mérite ne suffit plus. Ces récits ne sont pas seulement des dénonciations, ils sont un appel à l'action. En partageant ces expériences concrètes, les récits des diplômés déchus ne se contentent pas de pointer du doigt les échecs d'un système défaillant. Ils proposent aussi des solutions pratiques pour sortir de cette impasse. Réformer l'éducation, valoriser l'entrepreneuriat, rendre l'accès à l'emploi transparent et équitable. Des pistes tangibles sont tracées pour redonner à la jeunesse une chance de bâtir à la hauteur, de bâtir un avenir à la hauteur de ses rêves. Ce livre n'est pas qu'un constat désabusé, mais une véritable invitation au changement. Il offre une vision, des solutions pour réécrire l'histoire d'une génération sacrifiée. Car il n'est jamais trop tard pour transformer le destin d'un peuple. Introduction. Espoir naïf d'une jeunesse lucide. L'école est un chemin vers demain, mais il faut que demain veuille bien ouvrir ses portes. Depuis l'enfance, nous avons grandi bercés par cette conviction presque sacrée. L'éducation serait notre passeport vers un avenir meilleur. Nos parents, parfois au prix d'immenses sacrifices, ont placé leur dernier espoir en nous, convaincus que les diplômes seraient nos clés vers la dignité et la réussite. Sous les toits des tôles surchauffées de Garoua, Maroua, Douala, Bafoussam ou Yaoundé, nous avons récité les mêmes mantras. Travaillez dur et vous réussirez. Le savoir est une arme. L'école sauve de la misère. Mais hélas, ce n'est pas parce que le corps chante tôt qu'il verra le jour se lever. Ce que la société ne nous a jamais dit, c'est qu'au bout de ce long chemin scolaire, nous pourrions rencontrer un mur d'injustice, d'indifférence et de portes closes. Mon histoire n'a rien d'un conte de fées. Elle est celle d'un jeune Camerounais ordinaire, le dernier né d'une fratrie de 6 enfants, né dans la modeste ville de Bouda, à l'ouest du pays. J'ai effectué mes premières classes à l'école publique bilingue de Bouda, où j'obtins mon First School Living Certificate. Mais le véritable défi ne résidait pas dans les bancs d'école,
mais plutôt dans l'environnement hostile de notre quartier, tristement réputé pour sa violence et son insécurité. Chaque soir, la peur s'invitait dans nos foyers. Les cris, les braquages, les agressions nocturnes rythmaient nos nuits, au point que nous nous réveillions chaque matin avec la crainte que la journée à venir soit la dernière pour l'un des nôtres. Mon père, censeur au lycée de Kekem, n'était présent que du vendredi au dimanche. Le reste du temps, c'est dans un climat tendu que nous tentions de préserver l'essentiel, nos études. Mon père, homme de rigueur et de principe, croyait farouchement que seule l'éducation pouvait nous sortir de cette spirale de misère. Il nous répétait sans cesse que, là où le savoir entre, la misère recule. Encouragé par son exemple, j'ai pris mes études à cœur. Avec discipline et espoir, je me suis hissé jusqu'au General Certificate of Education Advanced Level, que j'obtins avec brio. Je voyais la promesse d'un futur ouvert, la récompense d'un parcours sans raccourci. Mais comme le dit si bien un adage africain, celui qui pense que le chemin est court parce qu'il a de bonnes chaussures finira par découvrir les cailloux. C'est dans ces mêmes quêtes que je formais un lien d'amitié profond avec 3 camarades de route, Bouba, Alan et Eldi. Nous étions tous animés d'un désir sincère de bâtir notre avenir. Bien que nos rêves soient différents, Bouba aspirait à la justice, Alan à la technologie, Eldi à sauver des vies, et moi, je rêvais simplement d'un destin digne, construit à la sueur de mon front. Mais le destin, souvent capricieux, ne récompense pas toujours l'effort. Les récits des diplômés déchus est le témoignage de notre génération, celle qui a cru que le mérite suffisait, mais qui s'est heurtée à une réalité brutale dans notre société. Ce ne sont pas toujours les plus capables qui avancent, mais souvent les mieux connectés. Les 4 fantastiques, fraternité dans l'adversité. Lorsque les jeunes arbres grandissent ensemble, leurs racines s'entrelacent. Après la classe de 3e, mon père fut affecté au lycée classique de Bafoussam. Ce déménagement marqua un tournant non seulement géographique, mais aussi symbolique. Nous quittions Bouddha avec ses rues familières et ses repères chaotiques pour Bafoussam, le chef-lieu régional, cité des espoirs dessus et des ambitions concentrées. C'est au sein du lycée bilingue que j'ai croisé la route de Bouba, Alan et Eldi. 4 jeunes, 4 parcours, mais une même soif. Celle d'un avenir qui ait un sens. Nos rêves différaient, mais nos esprits vibraient d'un même espoir. Nous nous appelions entre nous avec un brin d'humour et beaucoup d'innocence. Les 4 fantastiques. À cette époque, l'avenir avait encore des contours lumineux. Bouba était d'une obédience musulmane, issu d'une famille nombreuse et riche. Son père, un homme d'affaires prospère, possédait plusieurs biens immobiliers et boutiques réparties entre Douala, Ngaoundéré, Yaoundé et Bafoussam. Polygame assumé, il régnait sur un empire familial complexe. 6 femmes, 18 enfants et un tempérament redouté. Contrairement à mon père, cet homme méprisait l'éducation. Il répétait souvent avec fierté provocante: « J'ai à peine le probatoire, pourtant j'emploie les docteurs. » Son arrogance était légendaire, tout comme ses frasques et son comportement violent, autant envers ses épouses que ses enfants. Bouba vivait dans un climat familial oppressant où la brutalité physique se mêlait à une domination psychologique écrasante. Pourtant, malgré tout, Bouba rêvait de devenir magistrat. Il voulait un jour faire face à des hommes comme son père et les contraindre à rendre des comptes. Son engagement pour la justice n'était pas théorique, il était viscéral. Alan, lui, était enfant unique,
Orphelin de père depuis l'âge de 6 ans, élevé par sa mère à Edea, il fut envoyé à Bafoussam chez un oncle commerçant, après que la santé déclinante de sa mère et ses maigres revenus issus de la vente de bananes ne lui permirent plus de subvenir à ses besoins. Alan vouait une passion presque mystique à la technologie. Il dévorait les fiches techniques des téléphones, démontait de vieux ordinateurs pour comprendre leurs mécanismes et rêvait de devenir ingénieur en informatique. Loin des salles de classe climatisées et laboratoires équipés, il construisait son avenir avec les moyens de bord et une foi inébranlable. Elle dit, quant à elle, avait la vocation de soins chevillés au corps, douce, rigoureuse, toujours prête à secourir les autres. Elle voulait devenir médecin. Pour elle, guérir le corps, c'était apaiser les âmes. Elle lisait avec ferveur les livres de biologie, fascinée par le miracle de vie et la complexité du corps humain. Mais derrière son ambition se cachait aussi une douleur, celle d'avoir perdu un proche à cause d'un manque de soins accessibles. Elle avait juré de ne jamais laisser l'argent décider de qui vit et de qui meurt. Et moi, le narrateur de ces lignes, j'étais le lien entre ces âmes blessées, brillantes et résilientes. Ensemble, nous formions une bulle de solidarité dans un système qui nous marginalisait déjà, sans même nous en avertir. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, dit le proverbe. Mais quand les éléphants ignorent l'herbe, elle finit aussi par se faner. Ce livre est notre histoire, celle d'une jeunesse brillante mais ignorée, celle des diplômés sacrifiés pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'on a refusé de leur tendre la main. Ce n'est pas une plainte, c'est un témoignage, un cri retenu depuis trop longtemps, une façon de dire « Nous étions là, nous avons cru, nous avons travaillé, mais qu'a fait le pays pour nous ?» Les prémices de la réalité. L'enseignement supérieur au Cameroun demeure ce carrefour névralgique où convergent les aspirations de plus vives et illusions les plus tenaces de la jeunesse. Lieu d'effervescence et de chimère, il accueille chaque année une vague d'étudiants en première année, encore nimbés de cette fraîche naïveté que l'on qualifie tantôt de touchante, tantôt de risible. Ces nouveaux venus, surnommés à tort ou à raison les rêveurs, deviennent bien souvent les cibles privilégiées des railleries des anciens, déjà un brin désabusés. Mon père, fervent défenseur des valeurs de la fonction publique, ce qu'il appelait avec nostalgie la stabilité d'une vie bien ordonnée, nous incita, mes frères et moi, à tenter le concours de prestige. École normale supérieure, en abrégé ENS, le Centre universitaire des sciences de la santé, en abrégé le CUS, l'École nationale d'administration et de magistrature, en abrégé ENAM, entre autres. Il vivait encore dans le souvenir doré d'une époque révolue, celle où un diplôme était un passeport vers l'ascension sociale et où le mérite, disait-on, trônait encore sur des autels de la République. Mais hélas, le temps avait filé comme du sable entre les doigts et la réalité contemporaine ne se pliait plus aux rêves de nos aînés. Aujourd'hui, les concours publics sont devenus l'arène d'un combat sans merci, où pour une quinzaine de places, près de 3000 candidats s'affrontent, les uns par le travail, les autres par le truchement d'un réseau, comme le dit un proverbe africain. Celui qui n'a pas de bras ne doit pas se lancer dans une lutte de géants. Et pourtant, beaucoup de jeunes, armés de leur seule expérience, continuent de s'y jeter, quitte à se briser.
Dès le lancement d'un concours, commence ce que l'on appelle la guerre des réseaux. Une quête effrénée de soutien, d'intercesseurs, de parrains bien placés. Ce système gangréné a vu éclore une nuée d'arnaqueurs, chacun promettant une sésame pour tel ou tel concours, usurpant les rêves et les maigres économies de familles entières. Et moi, dans tout cela, au secondaire, j'étais animé par une passion profonde pour la science, en particulier pour les sciences de la vie, mais aussi pour l'informatique. Mon orientation scientifique était un chemin escarpé, car au sein de ma famille, aucun modèle ne me précédait. Tous mes aînés avaient suivi des études littéraires et leurs conseils bienveillants, mais souvent inadéquats, peinaient à m'éclairer. Ma mère, comme tant d'autres mères africaines pleines d'espoir, rêvait de me voir revêtir la blouse blanche, le stéthoscope autour du cou. Tu seras notre docteur, notre fierté, répétait-elle avec un éclat d'espoir dans les yeux. Mais ce rêve n'était pas le mien. Ce qui m'attirait, moi, c'était le monde de la technologie, l'environnement, les énergies renouvelables. Je rêvais de devenir ingénieur, peut-être même un jour expert dans les plus grandes institutions internationales. J'imaginais un avenir où mes compétences serviraient à protéger la planète et à offrir un souffle nouveau à mon pays. Après l'obtention de mon GCE Advanced Level, la tradition voulait que nous nous inscrivions à des cours de préparation au concours. Les miens étaient déjà fixés. Le CUS, l'INS, Polytechnique et médecine vétérinaire. 4 noms, 4 destins possibles, choisis pour des raisons diverses. Le CUS, c'était le choix de ma mère. L'INS, celui de mon père, véritable rituel dans notre famille. La médecine vétérinaire, un compromis entre mes aspirations et les activités d'élevage de ma mère. Quant à Polytechnique, c'était mon choix, mon étoile polaire. Chaque concours nécessitait un investissement financier conséquent, 45 000 francs CFA pour les cours préparatoires, auxquels s'ajoutaient les frais de concours allant de 25 000 à 35 000 francs CFA. Dans une famille aux moyens modestes, ces montants représentaient un véritable sacrifice. Ma mère, dans un acte d'amour silencieux, finança ma préparation pour le CUS. Pour le reste, je devais me débrouiller seul. Je me rendis à Yaoundé pour les cours de préparation du CUS avec Heldi. Elle vivait chez sa tante, moi chez ma grande sœur. Le lycée Leclerc nous accueillait 4 fois par semaine. Nous étions déterminés, concentrés et les cours ravivaient en nous une lueur de confiance. Puis, le couperet tomba. Les résultats du GCE étaient disponibles. Le cœur battant, nous avons consulté nos résultats. Comme une bénédiction de Dieu, nous avions tous deux obtenu une mention. Elle dit, brillante comme toujours, était la meilleure de notre centre d'examen. C'était un moment suspendu, un souffle d'éternité. L'espoir est un oiseau qui se perche sur l'arbre, disait Emily Dickinson. Et en ce moment précis, cet oiseau chantait fort. Les premiers réconforts. Mais comme toujours, après l'euphorie, vient le moment du jugement. Le concours du CUS s'était déroulé dans une atmosphère tendue, presque sacrée. Chacun de nous avait déposé sur une épreuve un morceau de son destin, un fragment de ses rêves d'enfant. Et lorsque vint enfin le jour de la publication des résultats, l'air sembla se figer, lourd comme un ciel d'orage. Je me souviens de ce matin-là, comme si c'était hier. Le soleil, impitoyable, dardait ses rayons sur la ville de Yaoundé, comme pour mettre à nu nos espérances tremblantes. Nous nous étions rendus, Eldi et moi, devant les grilles du CUS.
Une foule déjà compacte s'y pressait, fébrile, tendue, les yeux rivés sur les listes accrochées sur les panneaux. Un silence presque religieux y régnait. Puis, comme un souffle, il fut rempli par les cris, les pleurs, les exclamations de joie ou de désespoir. Il y avait ceux qu'on appelait, qui hurlaient de bonheur, et les autres, ceux qu'on l'oubliait. Nous faisions partie des oubliés. Nous avons cherché, ligne après ligne, page après page. Rien. Aucun de nos noms ne figurait parmi les admis, ni Eldi, ni moi. Un vide s'ouvrit en moi, un gouffre silencieux. J'ai jeté un regard à Eldi. Elle restait figée, les yeux rougis, l'âme comme absente. Aucune larme ne coulait encore, mais son silence disait tout. L'échec n'est pas la chute, mais le refus de se relever, dis-je, pour la consoler, bien que moi-même, je doutais de pouvoir me relever. C'est dans ce moment que l'on découvre la fragilité de nos espoirs et la brutalité du réel. Les jours qui suivirent furent brumeux, pesants. À la maison, il fallait répondre aux questions, affronter les regards, expliquer, justifier, tenter de sauver la face. Ma mère, bien que déçue, m'a simplement dit « Ce n'était pas encore ton heure, mais ton heure viendra. » Et cette phrase, toute simple, a été ma lumière dans les jours sombres qui suivirent. Quelques semaines après le coup de Massudicus, nous étions tous dans l'attente fébrile des résultats des autres concours. L'espoir, ce vieux compagnon des cœurs battants, vacillait. Pour moi, il s'accrochait désespérément à la Polytechnique, mon véritable rêve, celui que j'avais choisi, forgé de mes propres désirs. Elle s'était résolue à s'inscrire en biochimie à l'université de Yaoundé 1. Elle ne parlait presque plus de médecine. La passion était encore là, sans doute, mais recouverte d'une fine couche de résignation. Il est plus facile de rallumer un feu que d'en allumer un nouveau, dit le proverbe africain. Mais encore faut-il qu'il en reste des braises. Lorsque les résultats de Polytechnique furent publiés, la nouvelle s'abattit comme un deuxième verdict. Alan avait été admis. Il avait réussi. Il m'avait appelé, la voix chargée d'une joie qu'il tentait de retenir, peut-être par pudeur. Je l'avais félicité avec toute la sincérité dont j'étais capable, mais intérieurement, quelque chose s'était effondré. J'avais échoué. Encore. Le succès a de nombreux pères, mais l'échec est orphelin, écrivait Tacite. Ce jour-là, j'ai compris pleinement le sens de ces mots. Mon père, fidèle à ses principes, me rappela que le concours de l'INS approchait. Il n'était pas un homme à s'attarder sur les chutes. Pour lui, on se relève toujours et on recommence. Je me préparais donc une fois de plus, seul, armé de mes notes et de cette détermination qui commence à rassembler à deux l'acharnement. À l'INS, je fus frappé par un détail singulier. Les candidats s'appelaient entre eux par des grades militaires, lieutenant, capitaine, colonel, etc. Interloqué, j'en parlais à mon grand frère, il éclata de rire. Ce sont les noms qu'on donne en fonction du nombre d'années d'échecs. Toi, tu es encore soldat de première classe. Moi, j'étais colonel avant de réussir. Cette anecdote, aussi drôle que tragique, m'a marqué. Elle révélait dans toute sa cruauté le cycle dans lequel tant de jeunes étaient enfermés, tentés encore toujours. Parfois,
sans issue. Tenter encore, toujours, parfois, sans issue. Alors que je pensais en avoir terminé avec le concours, avec les concours, un voisin dont le frère travaillait dans les eaux et forêts souffla une idée à ma mère. Ce domaine est prometteur, lui dit-il. Son frère y avait trouvé une vie stable et respectable. Ma mère, dans un élan d'espoir renouvelé, me proposa de tenter aussi ce concours. J'étais sceptique, mais je cédais par respect, par devoir et peut-être aussi par lassitude. À la fin de cette longue saison de concours, lorsque les derniers résultats furent publiés, il n'y avait plus d'exaltation, plus de cris ni de prières, seulement un calme résigné. C'est alors que, comme par un clin d'œil du destin, deux lumières inattendues vinrent briser l'obscurité. J'avais été reçu à la faculté de médecine vétérinaire et j'avais réussi le concours des eaux et forêts. Ce furent mes deux victoires là où je ne les attendais pas. Je n'étais ni à Polytechnique, ni au CUS, mais la vie m'avait ouvert d'autres portes. Et à ce moment précis, j'ai compris que tous les chemins mènent à Rome, mais certains passent par des forêts profondes et des sentiers méconnus. Le choix. Face à ces deux chemins inattendus, je me suis retrouvé une fois encore à la croisée des destins. D'un côté, la médecine vétérinaire, noble discipline, ancrée dans la rigueur scientifique portée par les espoirs de ma mère et les souvenirs des concours passés. De l'autre côté, les eaux et forêts, un domaine qui jusque-là m'était presque étranger, mais qui, depuis peu, éveillait en moi une curiosité profonde, un appel discret vers la nature, la conservation et une forme d'engagement environnemental. Ce choix n'était pas aisé. Il représentait bien plus qu'une simple orientation académique. Il incarnait une redéfinition de ma trajectoire, un pas décisif vers un avenir qui ne serait plus dicté uniquement par des ambitions des autres, mais façonné par ma propre vision du monde. Choisir, c'est renoncer, dit-on souvent, mais parfois, choisir, c'est aussi se retrouver. J'ai longuement pesé les pour et les contre. J'ai relu mes notes, revu les visages de ceux qui comptaient, repensé à toutes les nuits passées à préparer ces concours. Je me suis rappelé le regard de Eldi, abîmé par la désillusion, celui de Alan, illuminé par sa réussite à Polytechnique, et les silences lourds de ma mère, espérant encore un doctorat qu'elle pourrait brandir fièrement dans les discussions familiales. Et puis, j'ai pensé à moi, à ce que je voulais vraiment, à ce que je pouvais devenir. Finalement, j'ai choisi le concours des eaux et forêts. Ce fut une décision personnelle, presque instinctive. Là où d'autres voyaient une voie de secours, j'y ai vu un champ d'opportunité, un appel à défendre ce qui nous reste de plus précieux, notre environnement. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit le proverbe. Et pour moi, ce choix fut le début d'un long chemin, plus modeste peut-être, mais profondément aligné avec mes valeurs. Ce fut le début d'une nouvelle aventure, une renaissance silencieuse, loin des applaudissements, mais proche de l'essentiel. Les mois passèrent et chacun d'entre nous se retrouva plongé dans ses propres rêves et ses propres batailles. Bouba, fort de son ambition inébranlable, s'inscrivit à l'université de Yaoundé 2, soit en faculté de droit, tout en gardant l'espoir fervent d'intégrer l'ENAM, ce prestigieux temple de la magistrature, pour suivre les pas des grands magistrats de notre pays. Elle dit, quant à elle, choisit de s'inscrire en biochimie à l'université de Yaoundé 1, mais
son rêve secret demeurait inchangé. Elle n'avait jamais abandonné l'idée de rejoindre le CUS. Même si la réalité semblait s'imposer, elle continuait à nourrir l'espoir de devenir médecin, une vocation profondément ancrée en elle. Alan, brillant esprit scientifique, réussit à intégrer Polytechnique, une étape décisive dans son projet de devenir ingénieur. Tandis que de mon côté, après une série d'épreuves sémées d'embûches, je fis le choix que peu comprenaient, m'inscrire au concours des eaux et forêts avec une conviction profonde de participer à la préservation de notre environnement. Nos chemins, bien que parallèles, prenaient désormais des directions distinctes. Nos vies ne se tissaient plus comme avant, avec la complicité de nos rêves communs. Chacun vivait son propre combat, solitaire parfois, mais toujours déterminé. Bouba, dans sa quête de devenir magistrat, alternait entre la rigueur de la faculté de droit et l'aspiration de rejoindre l'ENAM. Elle, restait fidèle à son ambition de sauver des vies, bien que sa route l'ait menée vers la biochimie, tout en gardant au fond d'elle l'espoir d'un jour intégrer le CUS. Alan, lui, se consacrait à son futur brillant dans l'ingénierie, avec un regard fixé sur l'avenir. De mon côté, les eaux et forêts devenaient mon domaine, un lieu où je me sentais véritablement à ma place. Les liens qui nous unissaient autrefois se distendaient, laissant place à des récits indépendants, où les souvenirs de nos moments partagés devenaient peu à peu des reliques du passé. Ce n'était pas une rupture nette, mais un éloignement naturel. Et bien que nos trajectoires s'éloignent, l'écho de nos aspirations, de nos rêves de jeunesse, résonnait encore dans le fond de nos cœurs. Chaque histoire, celle de Bouba, celle de Eldi, celle d'Alan et la mienne, prenait sa propre voie, avec ses espoirs, ses épreuves et ses découvertes.